en effet, mon nom est Roland Craco, je suis CEO du groupe Interparking. Alors, pendant qu'on prépare le PowerPoint, la voiture. La voiture, c'est un objet qu'on aime détester. Vous avez pu voir, il y en a plus de 6 millions en Belgique. Il y a une étude qui vient de sortir du Bureau du Plan belge, donc dans une économie quand même très mature, et qui est une étude sur l'avenir de l'automobile individuelle en 2040 en Belgique. Je vais vous poser deux questions. La première est, selon le Bureau du Plan, donc c'est le bureau du gouvernement, avec des spécialistes en matière de projection économique, financière, sociale, etc. En 2040, est-ce que vous pensez qu'il y aura moins de voitures en Belgique, autant de voitures, donc 6 millions aujourd'hui, ou plus de voitures? Alors, levez votre bras pour ceux qui pensent qu'il va y avoir moins de voitures. Oui, autant de voitures et plus de voitures. Bon, bah écoutez, ceux qui pensent qu'il y a plus de voitures, vous avez raison. Le Bureau du Plan pense qu'il va y avoir, d'ici à 2040, 25% de voitures en plus. Donc, on passerait de 6 millions à 7,5 millions de véhicules privés. Je ne parle pas des bus, des véhicules de transport, mais vraiment de véhicules privés. On s'attend à 25% en plus. Et alors, la deuxième question, ces véhicules, est-ce qu'ils vont fonctionner à l'hydrogène, à l'électricité? Est-ce qu'ils seront hybrides? Est-ce qu'ils fonctionneront à l'essence ou au diesel? Eh bien, je ne vais pas vous obliger à remonter vos bras, mais en réalité, la majorité, d'après les projections du Bureau du Plan, seront des diesels, suivis par des véhicules à essence. Et les véhicules électriques, on s'attend, d'après eux, alors ils peuvent se tromper, bien entendu, mais ils s'attendent à ce que entre 10 et 14% des véhicules vendus à ce moment-là seront des véhicules électriques. Donc c'est juste pour vous dire à quel point on est confronté à des enjeux lourds en matière de véhicules. Et je vais essayer de vous expliquer très rapidement d'abord qui on est et ce qu'on essaye de faire en tant qu'Interparking, et puis la façon dont on voit l'évolution de la mobilité en général. Et puis on pourra parler de Liège plus particulièrement si vous le souhaitez. Alors, bon, c'est une société qui a été créée en 1958, au moment de l'exposition universelle de Bruxelles. C'est le premier parking. Et c'est une société qui a été créée par le vice-champion du monde de ski nautique. Alors, il a 96 ans aujourd'hui. Il est toujours là. Alors, comment est-ce qu'un vice-champion du monde de ski nautique se lance dans une activité pareille? Eh bien, en allant au championnat, il allait aux États-Unis où il a découvert le premier grand parking moderne après la Deuxième Guerre. Et un beau jour, il a rencontré un échevin à Bruxelles, assez connu à l'époque, M. Van den Buynants, qui, bien entendu, était assez ennuyeux par l'exposition universelle parce qu'il avait donné une concession à des Anversois pour construire un parking en centre-ville. Et ces Anversois sont partis avec l'argent de la ville et n'ont rien construit du tout. Et donc, Claude Leclerc, c'était son nom, et c'est toujours son nom, eh bien, en rencontrant ces personnes, il dit, mais écoutez, vous avez devant vous le plus grand spécialiste des parkings, je peux vous montrer tous les parkings les plus modernes aux États-Unis. Et le politique a dit, bon, mais quelle chance j'ai de vous avoir rencontré, concession, premier parking. Eh bien, il a failli faire faillite, parce que l'exposition universelle, pour ceux qui connaissent Bruxelles, ne s'est pas tenue au centre de la ville, mais sur le plateau du Heysel, à une dizaine de kilomètres du centre. Et donc, ce parking est resté vide et a été sauvé par la coccinelle de Volkswagen. La coccinelle qui était un énorme succès à l'époque. Et Volkswagen ne savait plus où les stocker. Parce qu'à l'époque, pour utiliser du franglais, le just on time, ça n'existait pas au niveau de la production, au niveau de la distribution. Et donc, il fallait stocker ces véhicules. Et donc, on a été sauvé par la coccinelle. Alors, peut-être le slide suivant, si on repousse, vous verrez très rapidement ce que cette société belge est devenue en 60 ans. Oh là, pardon. C'est ça aussi, la machine.
Donc l'année dernière, nous avons eu 121 millions de clients qui se sont garés dans nos plus de 900 parkings dans 9 pays européens. Et donc, rapidement, peut-être pour continuer à... Là, on va... Voilà. Alors, notre présence aujourd'hui, je dirais en Wallonie, elle est bien entendu dans la ville de Liège. Nous sommes présents au parking Saint-Georges. On est présent sur le site du centre administratif, le site Cité, qui est en train d'être rénové, et où d'ailleurs le parking qui s'y trouve va être agrandi. Et puis on a toute une série de projets. Nous sommes présents à Namur aussi. Et à Namur, on est en train de construire le parking du Grognon. Et on va bientôt commencer les travaux du parking place du Palais de Justice, là où il y a le bunker de l'université de Namur. Et puis, on va aussi construire le nouveau parking du Palais de Justice qui va être déplacé de la place du Palais de Justice, en réalité, vers le quartier des Casernes. Donc, je suis actionnaire. Mais écoutez, nous avons plusieurs actionnaires qui sont principalement une compagnie d'assurance, qui est le groupe AGEAS, groupe d'assurance belge, qui détient 51% de nos actions. Deuxième actionnaire, c'est le CPPIB, que vous voyez, avec 39%, qui est en train de vendre ses actions à un groupe hollandais. Alors le CPPIB, c'est le fonds de pension de l'État fédéral canadien, et ils vendent leurs actions maintenant à APG, qui est le fonds de pension de l'État hollandais, nos voisins hollandais, puis il y a quelques actionnaires privés. Donc nous avons des actionnaires qui sont, bien entendu, entre guillemets capitalistes, mais des actionnaires qui ont une approche long terme, dans la mesure où ils investissent chez nous pour couvrir des engagements en matière de police d'assurance vie, par exemple, à long terme, ou pour garantir le paiement des pensionnés, initialement au Canada, et ça nous fait un peu plus plaisir que ça revienne en Europe, chez nos amis hollandais. Alors, nous sommes un groupe intégré verticalement, on a une capacité pour concevoir des parkings, pour construire des parkings, nous achetons des parkings, nous achetons des portefeuilles de parking, des sociétés de parking, et tout ce qu'on a conçu, construit ou acheté, eh bien, on le garde dans le portefeuille et on les exploite. Une spécificité, et c'est lié aussi à notre actionnariat, c'est que vous avez des sociétés de parking qui gèrent, entre guillemets, simplement un parking, qui ont des contrats court terme. Nous avons une approche beaucoup plus long terme. On aime investir dans les briques, dans le béton de nos parkings. Et si on regarde la répartition du portefeuille de parking que nous avons aujourd'hui, un tiers sont des pleines propriétés, un tiers sont des concessions, ou des amphithéoses, des droits de superficie, donc des quasi-pleines propriétés, et puis un petit tiers sont des contrats à plus courte durée, comme des contrats de gestion ou des contrats de location. Alors, l'objectif d'avoir des contrats long terme est double. D'une part, ça permet de garantir une certaine qualité dans les services, dans le cadre des parkings que nous exploitons. Si vous n'exploitez que des parkings à très court terme et que vous devez renouveler votre contrat tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, eh bien, vous n'aurez pas le temps d'investir dans vos bâtiments, vous n'aurez pas le temps d'investir dans votre personnel, vous n'aurez pas le temps d'investir dans la qualité du service que vous fournissez. Par ailleurs, ayant des actionnaires qui doivent couvrir des obligations en matière d'assurance vie, donc à long terme, ou des obligations en matière de pension, le fait d'avoir 2 tiers, et en réalité un peu plus de 2 tiers de notre portefeuille qui sont des parkings que nous détenons à long terme, ou même de façon indéfinie pour les pleines propriétés, ça permet de couvrir leurs engagements vis-à-vis de leurs clients assurés ou vis-à-vis des citoyens futurs pensionnés. Alors nous sommes présents dans 9 pays. Les marchés principaux sont bien entendu la Belgique, l'Allemagne où nous avons un joint venture avec les chemins de fer allemands et où nous gérons ensemble les parkings de toutes les gares en Allemagne. Nous sommes présents en Espagne, en France et puis aussi en Italie. En Italie, on a signé tout à fait récemment, par exemple, c'est un peu anecdotique, mais un joint venture avec le Vatican
pour gérer les 18 parkings de l'hôpital Gemelli à Rome, qui est l'hôpital où les papes vont pour mourir, hein, mais c'est une immense unité hospitalière. Mais on est présent aussi en Autriche, en Roumanie, en Pologne. Alors, le parking, il n'y a pas deux parkings qui sont identiques. Hein, c'est un peu comme l'immobilier. Vous avez de l'immobilier résidentiel, vous avez de l'immobilier commercial, vous avez des bureaux, vous avez de la logistique. Eh bien, pour les parkings, c'est la même chose. Vous avez des parkings qui couvrent des besoins très différents. Vous avez des parkings pour les aéroports, des parkings pour le centre-ville, hein, dont on parle, c'est très important, des parkings de bureaux, des parkings d'hôpitaux, les gares, le résidentiel, les centres commerciaux. Vous avez aussi, on parlait du port de Liège, mais nous avons des parkings au port de Barcelone, au port de Venise, hein, pour les personnes qui partent faire des croisières. Donc les parkings, eh bien, correspondent en réalité, à un besoin. Il n'y a personne qui vient se garer dans un parking parce qu'il est beau. Il peut être très très beau, mais on ne va pas aller se garer dans un parking parce qu'il est beau. On vient se garer dans un parking pour faire quelque chose. Et donc, les typologies des parkings vont être différentes en fonction de la destination finale du déplacement que font nos clients. Quelques exemples de parkings pour lesquels on a obtenu des prix européens des meilleurs parkings. À gauche, vous avez le parking Martal à Rotterdam, qui est en réalité un marché couvert. Alors les marchés couverts, on les voit surtout dans le sud de l'Europe, en Italie, en Espagne, le midi de la France. Et bien là, c'est un immense marché couvert qui a été construit en plein centre de Rotterdam, avec des restaurants, bien entendu un vrai marché avec des étals, et sous lequel on a un parking de 2000 places. Et puis à côté, il y a des parkings parfois un peu plus anciens qu'on rénove, comme le parking Stacus à Munich. Alors voilà quelques constructions qui sont en cours. Vous regardez à gauche, c'est le grognon. Eh bien, en construisant le grognon, on a fait une des découvertes archéologiques les plus importantes, pas seulement en Belgique, mais en Europe. On a pu remonter, en réalité, à 8000 ans avant Jésus-Christ, dans le cadre de ces travaux. Et tout cela n'était pas fortuit, on s'attendait à ces découvertes très importantes, parce que le grognon est vraiment le berceau de développement de la ville de Namur, historiquement. Et donc, voilà, on a travaillé main dans la main avec les services d'archéologie de la région wallonne pour préserver ce qu'ils estimaient important d'être préservé. Et puis vous avez des parkings très différents, comme les parkings de Zaventem, qu'on est en train d'agrandir avec un nouveau parking de 2500 places, parce que le nombre de passagers ne fait qu'augmenter. Alors, en tant que société active dans le secteur du parking, on a quand même essayé de faire des efforts depuis de nombreuses années en matière de responsabilité sociétale. Et donc, le groupe Interparking est déjà CO2 neutre depuis 6 ans. Donc, on n'a pas attendu ce qui se passe actuellement et la prise de conscience qui se fait aujourd'hui. Mais on a commencé, il y a de très nombreuses années déjà, à essayer de réduire notre empreinte CO2. Et c'est un effort constant, parce que c'est une démarche qui peut toujours s'améliorer, dans la mesure où vous n'arrivez pas à totalement annuler votre consommation énergétique qui va déterminer vos émissions de CO2, mais on arrive à les compenser et on les réduit chaque année. Et puis on est en train de lancer une toute nouvelle technologie qu'on appelle les poumons dans la ville, qui sont des machines qui permettent de récupérer les particules fines dans l'air. Et donc les premiers poumons dans la ville ont été placés à Namur, dans le parking du Beffroi. Et maintenant, il y en a certains qui viennent d'être placés à Bruxelles, et on va accélérer ce placement. Ce sont des machines qui permettent de récupérer jusqu'à 70% des particules, jusqu'à 50% des particules fines, et jusqu'à 20% des particules ultra fines, qui sont les particules les plus néfastes. Mais ces résultats permettent d'arriver à un résultat qui est que l'air dans les parkings devient de meilleure qualité que l'air à l'extérieur. Donc c'est une technologie tout à fait récente. Ça ne fonctionne pas avec des filtres, mais avec des systèmes d'ionisation
développé avec des universités hollandaises. Et c'est quelque chose dans lequel on croit fortement. Et c'est quelque chose qui trouve sa place pas seulement dans les parkings. Un des endroits les plus pollués en matière de particules fines sont les stations de métro. Donc la RATP à Paris commence à s'intéresser à cela, parce que ce sont des environnements où l'air est de très très mauvaise qualité. Alors on est la première entreprise à avoir signé en Belgique un emprunt vert, c'est-à-dire que les taux d'intérêt, même s'ils sont bas aujourd'hui, peuvent encore baisser en fonction de certains objectifs environnementaux qui sont préétablis. Et c'est un emprunt quand même de près de 100 millions qui a été signé avec BNP Paribas. On a des tarifications dans certains parkings. Alors c'est pas possible en Belgique pour des raisons légales, de protection de la vie privée, mais qui n'en sont pas. Mais c'est le cas aux Pays-Bas, ce qu'on appelle l'éco-parking. Quand votre véhicule arrive pour se garer, vous avez une caméra qui lit votre plaque, qui est reliée à la banque de données du ministère des Transports, et qui permet de savoir presque en temps réel si vous avez un véhicule qui ne produit pas de CO2, s'il est électrique, ou si vous avez un véhicule avec 3 turbos et un moteur diesel de 6 litres, et bien en fonction du caractère polluant ou pas de votre véhicule, eh bien le prix de votre parking sera diminué avec un bonus ou bien sera augmenté avec un malus. C'est la première entreprise en Europe à avoir mis au point cette technologie, mais qui est limitée par la législation en matière de protection de la vie privée. Aux Pays-Bas, on n'estime pas que le fait de savoir si telle plaque pollue beaucoup ou pas, on n'estime pas que c'est une donnée à caractère privé. En Belgique, en Allemagne, pour l'instant, c'est interdit. Et puis on a développé des zones dédiées pour les véhicules partagés dont vous parliez. Ce sont des opportunités pour nous d'accueillir ces véhicules en sous-sol. Ce dont on se rend compte, c'est que c'est quand même un modèle économique qui a du mal à démarrer. Et puis on se rend compte aussi que c'est un modèle économique qui ne remplace pas des véhicules détenus individuellement, dans la mesure où, ou en tout cas que partiellement, dans la mesure où plus de 60% des clients de véhicules partagés sont des personnes qui viennent des transports en commun et qui, pour un peu plus cher, peuvent rouler en véhicule. Alors, notre activité permet aussi de libérer les espaces publics. Il faut savoir qu'un véhicule sur 3, en moyenne en Europe, alors bon, ça peut être un peu plus, un peu moins en fonction des villes où on se trouve, mais un véhicule sur 3 cherche à se garer en ville. Donc, en mettant à disposition des emplacements, idéalement en sous-sol pour libérer les espaces en surface, eh bien, on lutte contre ce phénomène-là. Il faut aussi se rendre compte, nous avons aujourd'hui à peu près 420 000 places dans notre portefeuille de voitures. Eh bien, ça représente près de 2500 km de véhicules, 2500 km, qui ne sont pas garés en surface, qui ne sont pas garés le long des trottoirs, que l'on met en sous-sol. Et donc, ça permet de contribuer aux efforts qui sont faits par certaines villes de rendre l'espace public aux citoyens et aux usagers, entre guillemets, faibles. Voilà. On a aussi une école du parking, parce que personne ne rêve de devenir contrôleur de parking. On rêve d'être policier, pompier, médecin, ingénieur. Et donc, beaucoup de personnes qui travaillent chez nous sont des personnes dont la formation est peut-être un peu limitée. Et donc, on a notre propre école pour former nos collaborateurs du niveau d'ouvriers spécialisés jusqu'au niveau de chef parc. Oui. Alors, comment voit-on le futur de l'automobile? Et je vais m'arrêter sur cette slide-ci, et peut-être la toute dernière. On voit 4 étapes. Première étape, c'est que les véhicules sont de plus en plus connectés. C'est ce qu'on appelle la digitalisation. C'est un phénomène qui impacte toutes les activités économiques ou même humaines. Les banques se digitalisent, les compagnies d'assurance se digitalisent. Et bien dans notre secteur, là où la première expérience de nos clients avec le parking, où le premier contact était la barrière à l'entrée du parking, aujourd'hui on a de plus en plus de clients qui organisent leurs déplacements grâce à des apps, grâce à des ordinateurs, et donc
il est important pour nous de pouvoir communiquer de cette façon-là avec nos clients, et donc il est possible de réserver des places dans nos parkings de façon digitale, il est possible de commander des abonnements de façon digitale. Alors, l'étape suivante, c'est le véhicule partagé, je vous en ai parlé un peu. C'est une opportunité, bien entendu. C'est un modèle économique qui ne marche pas pour l'instant. Vous avez d'ailleurs les filiales de véhicules partagés de BMW et de Mercedes qui ont fusionné parce qu'elles ne s'en sortaient pas toutes seules. Mais c'est en effet un service que nous essayons de promouvoir, tout en sachant que ce n'est pas une solution pour remplacer le véhicule individuel. Hein, c'est un élément qui permet de le diminuer un peu et d'offrir une alternative ou un confort supplémentaire pour les utilisateurs des transports en commun qui, lorsqu'ils ont besoin d'une voiture, peuvent la louer. Le véhicule électrique. Alors, je vous ai dit que le bureau du plan pensait qu'on ne vendrait que entre 10 et 14% de véhicules électriques en 2040. Nous estimons que c'est une opportunité, puisque les parkings sont des endroits idéaux pour charger les véhicules électriques. Mais on est confronté à un problème majeur, et ça dans tous les pays européens et les villes européennes où nous sommes présents, c'est que le réseau électrique n'a pas la puissance nécessaire pour vous permettre de charger plus que 20 à 30 véhicules électriques dans un parking. Donc ce n'est pas un problème de production de l'énergie, mais c'est un problème du réseau qui est sous-dimensionné. Et donc, si on veut passer à des quantités beaucoup plus importantes de véhicules électriques, eh bien, il faudra réouvrir les trottoirs, remplacer les câbles par des câbles beaucoup plus importants, remplacer les cabines électriques à basse, moyenne et haute tension par des cabines beaucoup plus puissantes. Donc, il y a un grand challenge dont personne ne parle, qui est celui-là, qui est l'infrastructure électrique. Et puis, il y a un deuxième challenge qui est d'ordre de sécurité, c'est que si vous prenez une Tesla qui est chargée et qui prend feu, eh bien, elle va brûler pendant 9 heures de façon incontrôlée. Donc, les services de pompiers aujourd'hui, que font-ils? Eh bien, ils achètent des containers ouverts, ils arrêtent le container, le remplissent d'eau, mettent le véhicule dans le container pendant 24 heures. C'est la seule façon de maîtriser un incendie de ce type de véhicule. Et donc, pour nous, c'est un challenge. Donc, les endroits où on charge nos véhicules électriques sont des endroits qui sont renforcés, qui doivent pouvoir résister à un feu important pendant 9 heures. Et sur Zaventem, dont vous avez vu les photos, on va commencer maintenant à construire des piscines avec des plans inclinés à l'entrée des parkings pour pouvoir y mettre un véhicule électrique éventuellement en feu pour dégager et diminuer le risque pour les infrastructures de l'aéroport. Donc, on pense, nous, que le bureau du plan a assez raison. On voit, nous essayons de suivre, s'il y a une demande de véhicules électriques, on rajoute des bornes de chargement avec les limites dont je vous ai parlé. Par exemple, à Zaventem, on doit en avoir à peu près 70. Si on en rajoute plus, eh bien, tout le système électrique de l'aéroport risque de sauter. Donc on est vraiment... et ça, personne n'en parle. Mais c'est vraiment un challenge et ça représente quand même des milliards d'investissements au niveau européen si on veut renforcer les réseaux. Alors, le véhicule autonome. Alors, si on entend M. Musk, si on le croit, eh bien, ça fait déjà de très nombreuses années qu'on devrait avoir des véhicules autonomes partout. Nous, ce que nous voyons, c'est qu'au niveau des recherches, aujourd'hui, vous avez des véhicules autonomes qui peuvent fonctionner à très basse vitesse dans un environnement très complexe. C'est un véhicule qui se gare tout seul. Basse vitesse, environnement complexe. Ou alors, vous avez des véhicules qui peuvent rouler très vite, de façon autonome, mais dans un environnement très très simple. Et ça fonctionne. Mais tout le challenge est de passer de l'un à l'autre. Et ce que l'on voit, c'est que toute une série d'acteurs actifs dans ce secteur pour les véhicules commencent à s'intéresser au train autonome. Parce que l'avantage du train, c'est que, il est sur des rails, donc normalement, il ne déraille pas. Et puis, le nombre de trains sur un réseau ferré est quand même inférieur, et substantiellement inférieur, au nombre de véhicules, même dans une petite ville. Donc, ça permettrait d'acquérir
une expérience qui reviendrait vers les véhicules autonomes, mais nous pensons que ça va mettre beaucoup plus de temps que ce que l'on dit. Mais néanmoins, ça peut être vraiment le grand disrupteur, les véhicules autonomes, parce qu'on dit, si vous avez des véhicules autonomes qui sont partagés, eh bien, un véhicule autonome partagé peut remplacer entre 10 et 13 véhicules individuels actuels. Donc ça pourrait être un grand disrupteur et pourrait être éventuellement le moyen de limiter l'évolution, l'augmentation du nombre de véhicules qui est projeté aujourd'hui. Alors, est-ce que ça pose un problème pour notre type d'activité? On s'est dit, bon, si on diminue le nombre de véhicules par 10, là où on a eu 121 millions de clients l'année dernière, on n'aura plus que 12 millions, c'est assez inquiétant pour nous en tant qu'entreprise. Mais on n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet pour la raison suivante, c'est que l'évolution du parking et que le parking en voirie est en train de, peut-être pas disparaître, mais en tout cas diminuer de façon drastique. Et vous avez un exemple qui est la ville de Paris, où depuis l'arrivée du maire Delanoë, donc le maire précédent, le nombre de véhicules a diminué de 40%. Peu de gens le savent, mais il y a eu une diminution drastique du nombre de véhicules à Paris. Et nous, ce que l'on voit, c'est que nos parkings à Paris continuent à augmenter en chiffre d'affaires et en nombre de véhicules, alors qu'il y a moins de véhicules. Quelle est la réponse? C'est que, en parallèle, la mairie a diminué tellement le nombre de parkings en voirie, eh bien, que les véhicules qui restent sont plus que nombreux que pour continuer à alimenter nos parkings en sous-sol ou en superstructure, mais en dehors de la voirie. Un deuxième élément, c'est que nous pensons que les véhicules autonomes, le jour où ils seront là, eh bien, ils ne pourront pas rouler à vide. Si le politique estime que les véhicules ne peuvent pas se garer le long des trottoirs, sur l'espace public, est-ce qu'on va admettre que des véhicules se déplacent en attendant d'être appelés par un client vides? Je pense qu'aussi, d'un point de vue écologique, ce ne serait pas justifié. On consommerait de l'énergie pour rien. On produirait de la poussière fine, parce que même avec des moteurs électriques, vous produisez de la poussière fine. La poussière fine, ça peut être le caoutchouc de vos pneus, c'est l'usure de vos freins. Vous savez que la poussière fine dans le métro de Londres, c'est du métal, les roues sur les rails, les freins. 2, c'est du textile, de tous les passagers. C'est aussi de la poussière fine, on n'y pense pas, mais ça aussi, ce n'est pas bon pour notre santé. Et puis, c'est de la poussière fine biologique aussi. Et on se rend compte, on n'y pense pas, mais tous ces éléments-là sont de la poussière fine. Et d'ailleurs, lorsqu'on récupère la poussière fine de nos poumons dans la ville, et en un mois d'utilisation, vous récupérez à peu près l'équivalent d'1 kilo de sucre en poudre, mais qui est noir. Et vraiment du sucre très très fin. Donc, tellement c'est fin, donc le volume il est limité. Mais qu'est-ce qu'on fait de cela? Eh bien, ça part dans des cimenteries. Et la moitié de cette poussière fine est brûlée. Donc, c'est en effet textile, enfin des matières qui peuvent être brûlées. Et l'autre moitié rentre dans le ciment et bien, se retrouve dans un mur neutralisé. Donc, pour les véhicules autonomes, on pense qu'ils n'auront pas l'autorisation, ils ne pourront pas rouler à vide. Donc, ils devront aller se garer. Et ce qui va changer, c'est que là où aujourd'hui, un automobiliste veut aller à sa destination finale, il va au cinéma, il veut se garer devant le cinéma. Il va à l'hôpital, il veut se garer devant la salle de consultation, aux urgences, et ainsi de suite. Le véhicule autonome, il va vous déposer, et puis il va aller se garer. Et on pense qu'il ne va pas aller se garer en dehors du centre de la ville. Parce que quand vous voulez le rappeler, vous n'allez pas attendre une demi-heure. C'est comme un taxi ou un Uber, vous allez vouloir qu'il soit là dans les 5 à 7 minutes. Donc nous pensons que les parkings de demain, et on est en train de travailler là-dessus déjà aujourd'hui, eh bien la localisation sera décentralisée par rapport à toute une série de destinations finales.
Première chose. Deuxième chose, comme les véhicules autonomes, eh bien, il ne faudra pas ouvrir les portières, hein, ils pourront aller se garer tout seuls, ces parkings seront plus compacts. Comme les humains n'iront pas chercher leur voiture dans le parking, eh bien, les étages seront plus bas, sauf peut-être pour un étage, pour les camionnettes ou pour les SUV, mais tous les autres étages seront plus bas. Les bandes de circulation dans le parking seront plus étroites, parce que nos véhicules autonomes se gareront bien mieux qu'un humain. Alors, est-ce qu'il faudra de l'éclairage? La pente de vos accès pour aller d'un étage à l'autre sera beaucoup plus forte, parce que le confort n'est plus important, il suffit que le véhicule puisse monter. Donc vous allez avoir des structures excentrées, beaucoup plus petites, et ce qui ne signifie pas que les structures actuelles ne pourront plus être utilisées. Elles pourront accueillir plus de véhicules encore et dégager encore un peu plus l'espace public. Et donc la seule chose dont nous avons vraiment peur, et là on va peut-être aller à la toute dernière... Voilà, on va revenir de 1. Voilà. La seule chose qui nous fait vraiment peur aujourd'hui, c'est ceci, en tant qu'entreprise. Parce que le véhicule autonome, fondamentalement, on pense que ça va durer encore très longtemps. Et il y a deux choses que j'aurais dû vous dire et que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour qu'un véhicule autonome fonctionne correctement, il faut énormément d'intelligence, dans le véhicule, mais il faut aussi énormément d'intelligence dans l'infrastructure routière. Et alors, certains, c'est ce que disent les constructeurs automobiles aujourd'hui lorsqu'on discute avec eux, il faut un élément en plus, comme pour les avions qui ont des aiguilleurs du ciel, eh bien il faudra avoir un système d'aiguillage, d'interfaçage entre les véhicules intelligents et les infrastructures. Bien entendu, ce ne seront pas des personnes physiques qui le feront, mais ce sera un système digitalisé qu'on doit encore développer. Donc ça veut dire qu'il y a quand même d'énormes investissements qui doivent se faire si on veut que le véhicule intelligent puisse fonctionner. Ce type d'investissement, on n'en a pas besoin pour ceci. Si vous avez des drones, eh bien vous n'avez pas besoin d'infrastructure. Et donc nous, on est convaincus que le grand disrupteur, et ça a l'air peut-être d'une blague pour certains d'entre vous, mais on commence à réfléchir à cela. C'est ça, nous pensons, l'avenir du transport aussi. Ce ne sera pas à 10 ans, il y a 20 ans ou à 30 ans. Enfin, vous avez eu la première personne qui a traversé la Manche quand même de cette façon-là. Vous avez des prototypes qui sont en train d'être testés. Et nous sommes en train de construire un premier parking à Bruges qui prévoit de pouvoir accueillir ce type de véhicule dans quelques dizaines d'années, mais la structure sera adaptée en conséquence. Et je reviens à notre fameux vice-champion du monde de ski nautique. Il m'a dit, s'il y a une chose qui va vous tuer, c'est ça. Parce que nos parkings aujourd'hui sont en sous-sol, et avec des véhicules pareils, eh bien, on ne peut pas les accueillir en sous-sol, hein, alors qu'il faudrait des structures, des superstructures. Voilà, quelques idées pour alimenter le débat, et je serai content de répondre à vos questions tout à l'heure.